Bonjour tout le monde, bonjour tous. Je vous remercie d'être là. Et pour moi, c'est un immense honneur de pouvoir présenter les résultats de mon travail dans cette institution, le théâtre de Chekabotan d'Amiens. C'est un lieu culte pour la langue picarde et la culture picarde. La question qui nous a réunis aujourd'hui serait: quelle question pour le Picard au XXIe siècle? Je ne pourrais pas bien évidemment vous donner une réponse définitive aujourd'hui, mais peut-être une des réponses possibles. Voilà comment j'envisage d'aborder cette problématique aujourd'hui. Pour commencer, un bref survol historique des trois générations ou des trois étapes des dictionnaires picards est nécessaire pour comprendre l'évolution de la pensée lexicographique dans le domaine du picard. La picardie linguistique, c'est une terre des dictionnaires. Quand on consulte un dictionnaire picard, il faut bien comprendre où il se situe dans l'évolution de la lexicographie picarde. Qui est l'auteur, sa personnalité, sa démarche, etc. Ce qui est important, c'est de connaître le paysage politique actuel qui est en évolution. Et actuellement, il y a une nouvelle demande sociétale qui nécessite la révision de l'ensemble des outils de promotion du picard comme langue régionale. Ensuite, l'essentiel de ma présentation sera consacré au dictionnaire pratique et phraséologique français picard, dont je suis l'auteur. Ici, je présenterai la structure du dictionnaire, les principes qui l'ont sous-tendu, et je décrirai concrètement mon travail pour le mener à bien. Je vous parlerai également des difficultés que j'ai rencontrées lors de mon travail. Dans l'histoire de la lexicographie picarde, on pourrait distinguer trois périodes. La première période s'étale sur tout le XIXe siècle. Cette période est représentée notamment par 4 auteurs et leur ouvrage. Je cite le dictionnaire Ruchy français de Gabriel Écart, paru en 1815. Ensuite, le glossaire étymologique et comparatif du patois picard d'Abbé Corblay, paru en 1851. Ensuite, le dictionnaire du patois de la Flandre française et wallonne de Louis Vermès, 1867, ainsi que le patois boulonnais comparé avec les patois du nord de la France de Aigneret, 1903. Donc, vous voyez les extraits sur les slides. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces 4 lexiques? D'abord, le moment de leur apparition. Ils s'inscrivent dans le mouvement de démocratisation des dictionnaires qui touche toute la France au XIXe siècle. Tout le monde veut avoir son dictionnaire. C'est à cette époque qu'on voit apparaître des dictionnaires sous différents formats, par exemple des dictionnaires portatifs. En 1906, le premier Larousse arrive. Les Picards veulent aussi avoir son dictionnaire, voire plusieurs. Deuxième caractéristique, c'est le fait de proposer une vision globalisante du picard. Chacun de ces lexiques couvre une zone assez vaste. Les termes relevés ne sont pas localisés. Les mots anciens peuvent se mêler aux mots modernes. La tentative comparativiste de certains auteurs est explicite. De ce fait, les dictionnaires de cette époque doivent être utilisés avec précaution, même s'ils sont d'une grande richesse linguistique. La deuxième période, ou la deuxième génération des dictionnaires picards, débute en 1897 avec le lexique saint-paulois de Edmond Edmond. Là, il faut dire qu'il n'y a pas de stricte séparation entre les périodes. Elles se chevauchent.
À la différence de la génération précédente, les auteurs mettent l'accent sur une stricte localisation des recherches dialectologiques. Ils décrivent le parler d'une ville ou d'un village, même s'ils étendent un petit peu leurs recherches sur une zone plus large. Cette exigence de localisation a été exprimée par Albert Dozin en 1946. Vous voyez sur cette slide, vous voyez une citation. Pour Albert Dozin, le glossaire doit être réalisé par un auteur indigène qui est le mieux placé pour décrire son parler natal. Dans cette catégorie des dictionnaires, on peut citer bien évidemment le dictionnaire des parlers picards du Vimeux de Gaston Vasseur, le grand classique qui représente bien cette génération des dictionnaires picards. Dans les deux cas cités, à savoir celui de Edmond et de Gaston Vasseur, les auteurs se concentrent sur une seule localité dont ils sont natifs, même s'ils élargissent un petit peu leur champ de recherche. À cette époque, les auteurs sont conscients des particularités phonétiques de leur parler. Et ils transmettent ces particularités en utilisant un alphabet phonétique rigoureux. Vous voyez l'exemple sur cette slide ainsi que sur la slide précédente. Ce type de dictionnaire local est toujours d'actualité. Dans cette catégorie, on pourrait citer des centaines d'ouvrages faits par des linguistes ou des amateurs. Par exemple, Schlamassuer, dictionnaire Picard-Français, Français-Picard, de Marie-Madeleine Duquesne, paru en 2004, qui décrit le Picard du quartier Saint-Leu à Amiens. Mais il faut admettre que la matière s'épuise. Pour illustrer ce fait, je voudrais citer un autre exemple, le dictionnaire de Gérard Leduc, le parler picard cambrésien de Saint-Hilaire-les-Cambrais. Il y a quelques mois, j'ai fait connaissance, j'ai rencontré Monsieur Leduc, qui venait de publier en juin 2024 ce dictionnaire. Il avait effectué entre 1967 et 1968, dans le cadre de son mémoire dans le cadre de son mémoire de maîtrise, des enquêtes sur la base du questionnaire de l'Atlas linguistique Picard. C'est une vraie étude dialectologique très sérieuse et j'en profite pour en faire la publicité et c'est un travail de haute qualité linguistique et c'est un travail que je vous recommande Bémol, ce type d'enquête ne serait plus envisageable vu l'état actuel de la langue. À ce jour, à ma connaissance, c'est la toute dernière publication d'un lexique localisé, une étude dialectologique de haut niveau scientifique. En même temps que les études dialectologiques se multipliaient, les études localisées se multipliaient, l'idée qu'il fallait les rassembler et synthétiser s'est imposée. En 1902, Édouard David et Charles Lamy ont coécrit un dictionnaire, le dictionnaire des patois du nord de la France, où ils ont regroupé les vocables issus de leurs travaux antérieurs et de leur propre connaissance du picard d'Amiens et de Cambrai. Malheureusement, ce dictionnaire n'a jamais été publié, il est toujours à l'état de manuscrit et consultable à la bibliothèque d'Amiens. Dans la même catégorie des dictionnaires, il faut évidemment citer le dictionnaire général français-picard de Jean-Marie Braillon,
qui est un énorme travail de synthèse dont l'intégralité, malheureusement, n'est pas accessible au grand public. Je ne peux pas ne pas citer les travaux lexicographiques de René Debris, dont les publications occupent une place à part. Dans ses travaux, il applique strictement le principe de localisation tout en couvrant de vastes zones. Entre 1961 et 1987, René Debris publie 8 lexiques picards qui couvrent toute la partie sud du domaine linguistique picard. Tous ces travaux que j'ai cités et tous ceux que je n'ai pas cités rendent possible de nouvelles synthèses, comme celle que je vais modestement vous présenter aujourd'hui. Mais avant ça, il faut dire quelques mots de la nouvelle position publique et sociétale du picard. La première pierre qui a été posée sur le chemin de la reconnaissance du picard comme langue régionale a été le rapport de Cerchi-Gligny, Les langues de la France, publié en 1999. Il aura fallu attendre 20 ans la promulgation en mai 2021 de la loi Molac relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, suivie par la circulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en décembre 2021. Cette circulaire a complètement bouleversé et a restructuré la manière de concevoir la promotion du picard. Cette promotion reposait essentiellement sur les activités associatives et militantes. Désormais, le picard, comme le flamand occidental, autre langue régionale des Hauts-de-France, figure parmi les langues qui devraient être enseignées. Cette évolution s'accompagne de nouveaux besoins pour des outils pédagogiques, parmi lesquels les dictionnaires occupent une place importante. J'en viens maintenant à l'essentiel de ma présentation. Aujourd'hui, je vous présente le dictionnaire pratique et phraséologique français-picard, publié par l'Agence régionale de la langue picarde en mai 2024. Le projet porté par l'Agence et qui a été soutenu par la région Hauts-de-France et le ministère de la Culture. Ce travail est la suite logique du dictionnaire fondamental français-picard paru en 2020 et que j'ai fait en collaboration avec Alain Dawson. Les deux dictionnaires s'inscrivent dans la lignée des dictionnaires de la 3e génération, c'est-à-dire les travaux qui se donnent pour objectif une synthèse globale des ressources lexicographiques picardes. Les deux dictionnaires ont en commun d'être organisés dans le sens du français vers le picard. Avec le dictionnaire fondamental, notre objectif était de travailler sur les 1000 mots les plus utilisés en français littéraire d'aujourd'hui. Finalement, notre champ de recherche s'est élargi jusqu'à 1100 entrées. Et pour ce nouveau dictionnaire, l'agence avait souhaité étendre la liste jusqu'à 5000 entrées. J'ai rajouté 4000 entrées aux 1100 entrées du dictionnaire fondamental, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le dictionnaire pratique et phraséologique comporte 5100 entrées, peut-être un petit peu plus. Et si on ajoute toutes les sous-entrées, on arrive à 6000 unités. Il faut préciser qu'ici on parle bien des entrées et des sous-entrées en français. Et si on allait
compter le nombre d'équivalents picards, on arriverait plutôt à 15 000 mots. L'objectif du projet pour les deux volets est de fournir aux enseignants, aux apprenants, aux locuteurs intéressés par le picard un outil fiable pour un usage littéraire du picard. Et un guide pour aller vers une éventuelle standardisation de la langue avec une vision globale du vocabulaire picard à l'échelle de la région. Après avoir défini le volume du dictionnaire, c'est-à-dire le nombre d'entrées qu'il doit contenir, il fallait en constituer la liste précise. Alors, comment, sur quels critères choisir ces 5000 mots sur les centaines de milliers de la langue française, puisque on part du français pour aller vers le picard. L'idée était de choisir les 5000 mots français les plus fréquents. Le problème, c'est qu'il existe plusieurs listes concurrentes. Les mots les plus fréquents ne sont pas les mêmes dans les textes littéraires, dans des articles de presse, dans le français parlé, dans les livres pour enfants, etc. Nous avons choisi de repartir d'une recherche dénommée Lexique, effectuée dans les années 2000 par le laboratoire LPNC, qu'on peut consulter sur un site internet affiché sur cette diapo. Cette recherche s'appuie elle-même sur un stock de la base de données Frontext. Donc, vous voyez sur la slide, sur cette image, le schéma de ma réflexion. Alors, Frontext constituait 2 romans publiés entre 1950 et 2000. La base de données lexique comporte 55 000 lemmes ou mots et leur fréquence. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette base de données lexique avec 50 000 mots et avec leur fréquence, 50 000 mots et leur fréquence. C'est cette liste-là que nous avons classée par ordre de fréquence décroissante pour prendre les 5100 mots, les 5100 premiers mots. Voilà. Et ensuite, nous l'avons réorganisé par ordre alphabétique, ce qui nous a donné le canevas du dictionnaire pratique. Si j'étais claire, ça va? Comme je l'ai déjà dit, le dictionnaire pratique est la suite du dictionnaire fondamental. On peut dire deuxième volet du même projet. La question, qu'est-ce qui se passe quand on passe de 1000 à 5000 entrées? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Pour comprendre les changements, je vous propose de commencer par visualiser quelques entrées. Sur la colonne de gauche, vous voyez la version du dictionnaire fondamental et sur la colonne de droite, vous voyez la version du dictionnaire pratique et phraséologique. Les entrées sont construites de façon traditionnelle. Je fais des commentaires sur la version pratique. Les mots vedettes classés par ordre alphabétique. Donc dans ce cas-là, c'est le mot accord, entrée accord. Chaque mot vedette, donc le mot accord, c'est mot vedette, est suivi, donc qui est mis en gras, suivi par une indication de sa catégorie grammaticale. Dans ce cas-là, c'est un nom du genre masculin. Chaque entrée contient plusieurs sens
qui sont numérotées. Dans le cas de l'entrée accord, il y en a 6, si je ne me trompe pas. Chaque sens commence par une glose, écrite en italique, mise en parenthèse. Par exemple, l'entrée accord, premier sens, exprimé par la glose, le fait de penser de la même façon. La glose est suivie par des équivalents picards. Par exemple, là, vous voyez accordance, accordage, atteinte. Ok. Ensuite, vous voyez un point-virgule. Point-virgule, ensuite, carriage. La glose, ce moyen typographique, c'est-à-dire le point-virgule, m'a servi à délimiter des sous-sens au sein de chaque sens. Par exemple, les mots picards, accordance, accordage, atteinte sont des équivalents génériques, tandis que le mot carriage traduit une nuance particulière. Carriage, accord entre un homme et une femme. Ces nuances sont souvent explicitées entre parenthèses. Vous voyez que les équivalents picards sont accompagnés des références citées, codées généralement sur 2 lettres. En effet, je vous rappelle que j'ai travaillé en compilant et en synthétisant les lexiques et des dictionnaires existants. Sur cette diapo, vous voyez les dictionnaires ou lexiques exploités pour mon travail. Ces sources couvrent équitablement toute l'ère linguistique picarde. Sur 21 lexiques utilisés, il y en a 16 que j'ai exploité systématiquement. Les 5 autres, mis en bleu sur cette slide, sur cette carte, ont été utilisés épisodiquement pour des compléments ou des vérifications. J'ai utilisé aussi des résultats du travail de la commission de néologie de l'agence, ainsi que les atlas dialectologiques. Vous trouverez les références complètes dans l'introduction du dictionnaire. Prenons un autre exemple. L'entrée bras. La même organisation de l'entrée par rapport au fondamental. Dans le dictionnaire pratique, vous voyez une seule variante phonétique bro. Dans le dictionnaire pratique, la standardisation phonétique et orthographique a été plus poussée par rapport au fondamental. Le choix a consisté à privilégier les formes centrales, mais aussi les formes pour s'éloigner du français. Ce principe est maintenant couramment adopté par les publications de l'agence. Par contre, la variation phonétique est davantage conservée dans les exemples. À la fin de l'entrée, vous voyez quelques locutions mises en gras. Par exemple, ici, vous voyez à bras le corps, à tour de bras. Ce sont des sous-entrées. Dans le cas de l'entrée bras, vous voyez, il y en a 4, et chaque sous-entrée correspond à une locution adverbiale différente. Encore un autre exemple, l'entrée partie. Encore une fois, cette entrée est, je dirais, riche de 2 sous-entrées. Parti pris, prendre parti. Alors, le travail nécessaire pour chaque sous-entrée est souvent équivalent au travail consacré à une entrée. Une sous-entrée peut contenir plusieurs sens qu'il faut traiter avec attention. Chaque sens est illustré par des exemples qui viennent tous des sources utilisées. J'ai rien inventé. Donc, le premier constat qu'on peut faire, après ces quelques exemples, c'est l'augmentation de la taille de chaque entrée. On ne peut pas dire que l'un des dictionnaires est meilleur que l'autre, non, ils ont des fonctions différentes. Quand on change de volume, dans notre cas, le volume du dictionnaire fondamental a été multiplié par 5. Ça ne veut pas dire multiplier uniquement par 5 le nombre d'entrées. Ça veut dire changer la nature du dictionnaire. Ce n'est pas seulement un saut quantitatif, mais un saut
qualitatif surtout. Avant de commencer ce travail, je ne m'attendais pas du tout à une telle richesse lexicale du picard. Le fait de pouvoir exprimer de multiples nuances de sens m'a beaucoup surprise. L'adjectif délicat est un bon exemple de cette richesse. Ici, j'ai relevé 7 sens différents, avec de multiples nuances traduites par de nombreux équivalents. Du point de vue lexicographique, un dictionnaire qui va jusqu'à 3000 entrées s'appelle le vocabulaire de base, dont les 1000 mots les plus utilisés forment le noyau d'une langue. Cela vaut pour chaque langue, au moins pour les langues indo-européennes. Suivant les critères qu'on applique, le noyau dur peut être légèrement modifié. Quand on dépasse les 3000 mots, les 3000 entrées, on bascule vers un autre modèle, vers le dictionnaire de culture générale. Et là, on est amené à traiter des questions lexicographiques qui ne sont pas traitées dans le dictionnaire fondamental. Je m'appuie pour les remarques précédentes sur les travaux théoriques d'un grand lexicographe russe, Vladimir Gag, grand spécialiste, auteur de multiples dictionnaires français-russes, décoré de la Légion d'honneur pour ses dictionnaires et dont j'ai suivi les cours comme étudiante à Moscou. Alors, parmi les questions lexicographiques à traiter, il y a le phénomène de polysémie à prendre en considération. Qu'est-ce que c'est la polysémie? La polysémie, c'est le caractère d'un signe qui possède plusieurs contenus, plusieurs sens. Autrement dit, comme on l'a déjà vu dans les exemples précédents, on est censé traiter le maximum de sens que chaque mot peut avoir et donner à chaque sens l'équivalent, parfois plusieurs, que la langue cible peut proposer. Prenons encore un autre exemple, l'entrée maison. Dans le dictionnaire fondamental, la méthode du dictionnaire fondamental était de trouver le mot le plus général convenant à la majorité des usages du mot en question. Tandis que dans le dictionnaire pratique et phraséologique, j'ai cherché à distinguer au maximum les différents sens. Dans le cas de l'entrée maison, vous voyez, j'ai réussi à relever 5 sens. Et vous voyez également que l'équivalent picard mason ou moison peut être utilisé pour traduire pleinement le mot français maison. Mais vous voyez sur cet exemple de côté droit que la méthode de recherche polysémique permet de révéler beaucoup d'autres mots picards. Donc si on regarde premier sens, vous pouvez utiliser mason, ainsi que baraque, baraquette, cabane, caberne, cachine, etc. Deuxième sens, logement à l'intérieur, également mason, mais bricole, astringue, etc. Troisième sens, quatrième sens, cinquième sens, etc. Encore un autre exemple, l'entrée entier. Toujours en suivant le même principe, pour le dictionnaire fondamental, on a choisi l'équivalent picard qui couvre le maximum d'usages, voire la colonne de gauche. Et pour le dictionnaire pratique et phraséologique, toujours soucieuse de relever le maximum de sens, j'ai distingué les usages de entier comme nom et comme adjectif, ainsi que de sous-sens, de locution, tout entier et en entier. Pour réaliser ce nouveau dictionnaire, en ce qui concerne le français langue générale, je me suis appuyée sur le petit Robert. Encore un autre exemple, le verbe avoir. Pareil, côté colonne de gauche, c'est le dictionnaire version fondamentale, et côté droite, dictionnaire pratique et phraséologique. Alors,
Si on compare avec le petit Robert, je n'ai peut-être pas relevé toutes les nuances et toutes les fonctions que le verbe avoir ou avoir peut avoir, mais c'est déjà pas mal, je crois. Attention, à ce laps de temps extrêmement court pour ce type de travail, je n'ai pas pu rentrer dans les moindres nuances, mais vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de choses. Ces quelques exemples démontrent que cette bascule d'un type de dictionnaire vers un autre m'a obligé à revoir en entier le dictionnaire fondamental. On a parlé de la polysémie, maintenant je voudrais dire quelques mots sur la synonymie et l'antonymie. Pour rappel, les synonymes sont des mots ou des expressions qui ont une signification très voisine. Les antonymes, au contraire, sont des mots qui s'opposent par le sens. Autrement dit, les relations de synonymie et d'antonymie s'établissent entre les mots, alors que la polysémie est un terme en mots. La rédaction du dictionnaire pratique m'a permis de constater que le volume de 5100 entrées n'est pas suffisant pour traiter complètement ces deux phénomènes, à savoir le phénomène de la synonymie et d'antonymie. Mais j'ai essayé quand même. Prenons l'exemple de l'entrée chance. Au premier regard, l'entrée est assez concise. Si vous comparez avec le petit Robert, qui distingue trois sens, dans l'entrée chance, on dirait qu'il en manque deux. C'est oui et non. Pourquoi? Alors, mon conseil, un conseil pour les usagers du dictionnaire pratique, si vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, dans ce cas-là, je vous invite à essayer d'étendre la recherche via les synonymes français indiqués dans la glose. Les gloses peuvent être utiles pour trouver un synonyme, c'est-à-dire d'élargir les recherches autour de mots chance aussi. Dans le cas du mot chance, on pourrait étendre le champ de recherche vers les entrées fortune et hasard, qui sont indiquées entre parenthèses dans la glose, en forme de glose. Au lieu de mettre, et là, si vous allez vers l'entrée fortune, vous pouvez trouver d'autres nuances. Et si vous cherchez chance équivalent de heureux hasard, vous le trouverez dans l'entrée hasard. C'est-à-dire la glose, ça peut aider pour détailler la recherche. Alors, pourquoi cette démarche? Premièrement, pour éviter des doublons. Et ce qui est aussi important dans le dictionnaire, dans le cas des dictionnaires volumineux, c'est un gain de place pour éviter d'augmenter inutilement le nombre de pages. En ce qui concerne les antonymes, c'est un petit peu plus complexe que ça. Prenons l'exemple de l'entrée doux. Sur les trois sens adjectivaux que j'ai relevés, on peut déterminer à l'aide d'un dictionnaire français une série d'antonymes. Parmi les plus fréquents, on trouverait les adjectifs suivants. Pour le premier sens, ça serait amer, aigre, acide, etc. Pour le deuxième, piquant, dur, etc. Et pour le troisième, agressif, brutal, sévère, violent. La liste pourrait être plus longue que ça. Or, dans ma liste des 5100 mots, je ne trouvais ni amer, ni aigre, ni acide, ni aucun des autres éventuels antonymes. Alors, il y a un dilemme. Je suis devant un dilemme. Ajouter ou ne pas ajouter?
dans le dictionnaire. Vu aujourd'hui, ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, c'était une vraie difficulté. D'un côté, je me dis, ça fait grossir le dictionnaire. Un dictionnaire de 5100 entrées, c'est pas mal, c'est pas mal, mais loin d'être exhaustif. Il a des limites. D'un autre côté, vu le volume du travail que j'avais devant moi et le laps de temps très court, je n'avais pas le moyen de faire ces vérifications systématiquement. Donc, finalement, dans ce cas précis, j'ai rajouté quand même amer et aigre. Alors, on a beaucoup parlé de la facette pratique du dictionnaire, mais il y a aussi un autre adjectif dans le titre, phraséologique. Pour rappel, la phraséologie, terme de linguistique, désigne l'ensemble des expressions, des locutions et locations et les colocations les plus fréquentes. En travaillant sur ce projet, j'ai porté une attention particulière à la phraséologie comparée du français et du picard. La traduction d'une langue dans une autre ne peut pas se faire uniquement à travers des mots isolés. Car une langue, c'est bien plus qu'une collection des mots. À travers la phraséologie, on voit toute une manière collective d'envisager le monde. En apprenant une langue, il est indispensable de maîtriser cet aspect de la langue. Dans le dictionnaire pratique et phraséologique, il y a environ 2000 locutions expressions françaises avec leur équivalent ou leurs équivalents, parfois il y en a plusieurs, leurs équivalents picards. Toutes ces expressions et locutions viennent des lexiques et dictionnaires que j'ai exploités pour ce travail. Elles sont systématiquement référencées. Je vous laisse regarder quelques instants les exemples sur cette slide. Choix des outils informatiques. Alors, il fallait aller très rapidement. Alors, on ne peut pas se passer aujourd'hui de l'informatique, hein. C'est nécessaire, c'est inévitable. Alors, comme pour le dictionnaire fondamental, pour ce projet, j'ai utilisé le logiciel Fieldworks. C'est un outil conçu par l'équipe SEAL pour la rédaction des dictionnaires. C'est un outil spécial pour la rédaction des dictionnaires. Le logiciel est simple au premier regard, mais en réalité assez complexe si on le voudrait l'exploiter pleinement. Ce logiciel permet de gérer toutes les étapes de la rédaction jusqu'à la mise en page finale. Sur cette diapo, on revient à l'entrée bras, telle qu'elle se représente lors de la saisie, photo à votre gauche. Et à droite, vous voyez comment on traite une sous-entrée. Dans le cas de l'entrée bras, il y a 3 sous-entrées, à bras le corps et à tour de bras. Et chaque sous-entrée est traitée comme une entrée à part. Alors, pour mon travail, j'ai utilisé la majorité des lexiques, à savoir 15/21, au format numérique. Une partie des lexiques a été numérisée pour le projet Picartext par l'UPJV, une autre partie par l'agence, une partie qui vient des fonds privés. Une partie des lexiques, j'ai dû travailler manuellement car ils étaient impossibles à numériser vu la qualité des éditions. Le format numérique m'a permis de faire les recherches à travers les lexiques de façon semi-automatique.
Une fois la majorité des sources numérisées, on croit donc pouvoir travailler très vite. En réalité, on se heurte à de nombreuses difficultés. La recherche automatique dans les fichiers ne donne pas des résultats qu'on espère. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'entrée « avoir ». Pour travailler le mot « avoir », on tape le mot, je ne sais pas si vous voyez ici, donc rechercher. Au-dessous, tout de suite, vous voyez le mot « avoir » en gras dans mon ordinateur, donc dans les fichiers numérisés. Donc, je tape le mot « avoir » dans le module de recherche du logiciel Adobe Acrobat. En 30 secondes, vous voyez, 15 documents ont été numérisés. En 30 secondes, le logiciel vous ressort 3223 occurrences. Dans 15 lexiques numérisés. Waouh, génial. C'est rapide, n'est-ce pas? Mais, sauf que ici, les soucis commencent. La question du tri se pose. Une grande partie des occurrences ne sont pas pertinentes, voire trompeuses, comme vous voyez sur le troisième encadré. Par exemple, vous voyez, ça peut ressortir le verbe bourrager, être indisposé après avoir trop mangé. Donc, ici, cette séquence AVOIR n'a rien à voir avec l'entrée sur laquelle je travaille. Bon, une fois les occurrences traitées, il faut les organiser selon les différents sens du mot en question. Et cette recherche automatique n'est que la première étape. Elle permet juste de débroussailler le terrain. Derrière, il y a beaucoup de travail manuel. Un autre exemple. L'entrée fabuleux. Pareil, je tape fabuleux. On passe par la même procédure. La recherche automatique nous donne 5 occurrences dans 4 documents. Encore une fois, première réaction, waouh! C'est bien. Je rédigerai vite cette entrée. Mais non. C'est le cas contraire à l'exemple précédent. C'est-à-dire, quand il y a peu d'occurrences, forcément, ce n'est pas toujours suffisant pour rédiger une entrée du dictionnaire. Et là aussi, on passe beaucoup de temps puisque la recherche manuelle commence. Et donc, vous voyez le résultat sur cette diapo à droite. Donc, j'ai rajouté, ici, j'ai peut-être pris que 2 exemples vite fait, mais tout premier, un Vincent Tatata, qui a un caractère. Et donc, le premier sens, j'ai dû travailler manuellement. Alors, en parlant de la recherche automatique, il faudrait mentionner aussi des difficultés d'ordre informatique. La qualité de reconnaissance de caractère par le logiciel de scannage ne permet pas toujours de trouver le mot. Le logiciel peut, par exemple, confondre le O avec le 0 ou le U avec le N. Un autre cas de figure, vous lancez par exemple une recherche de la séquence FORT, fort, certes, ça peut ressortir fort comme adjectif, fort comme adverbe, mais également tous les mots qui commencent par fort, forteresse, fortune, etc. Conclusion, la recherche automatique fait gagner certainement du temps, mais pas toujours. Oh, pardon. Une autre difficulté, c'est que chaque auteur a sa conception du dictionnaire, sa philosophie. Tel auteur essaie de donner un équivalent français des mots et des expressions en picard,
tel autre en donne une définition descriptive. Ce qui fait que certains lexiques sont assez concis et d'autres très bavards, remplis de commentaires métalinguistiques qui perturbent aussi fortement et très souvent la recherche automatique. La méthode utilisée par les auteurs n'est jamais la même. Les auteurs sont souvent amateurs. La philosophie des auteurs est différente. Les lexiques sont faits à des époques différentes. Donc j'ai dû lire des lexiques page par page et faire des relevés manuellement. Faute de temps, je n'ai pas travaillé tous les 20 lexiques de A à Z. Un dictionnaire, même si on travaille sur des lexiques déjà existants, ce n'est jamais du copier-coller des morceaux pris dans des lexiques différents. C'est du cousu humain. Et pour terminer ma présentation, je voudrais rappeler qu'il existe deux manières d'aborder un dictionnaire. Premièrement, comme un recueil de mots d'une langue. Dans ce cas-là, un usager s'en sert pour trouver des informations sur un mot précis. Ou comme un ouvrage quasi littéraire. Dans ce cas-là, on peut lire page par page pour mieux s'imprégner de la langue. J'espère que ce travail trouvera preneur et rendra service aux enseignants et aux apprenants et à toute personne curieuse du Picard. Et là, cette phrase, je vous remercie de votre attention et merci.